Voici la Californie, l'État le plus riche des États-Unis. Autrefois admiré à travers le monde pour son cinéma, sa technologie et ce rêve de liberté qu'elle incarnait si bien. Chaque mètre carré semblait y valoir de l'or. C'était le fief d'Apple, de Facebook, d'Uber. Le terrain de jeu de ceux qui rêvaient le futur. Mais aujourd'hui, on peut marcher 5 pâtés de maison sans croiser une seule boutique ouverte. Ce que j'ai vu, moi, ce sont des rats, des déchets médicaux abandonnés, et surtout des regards vides, sans espoir. La Californie, ce symbole vivant du rêve américain, semble lentement s'effondrer. Et ce n'est ni à cause d'un tremblement de terre, ni d'une épidémie. Non, c'est une crise sourde, rampante, que tout le monde constate, mais que peu osent nommer, le fléau des sans-abri. Dans cette vidéo, on vous emmène découvrir 5 villes californiennes qui, peu à peu, se vident de leur âme. Certaines font encore rêver dans les médias, mais la réalité sur place est tout autre. Une précision avant de commencer. Tout ce que vous allez voir ici provient de sources fiables et n'a aucun but polémique. Notre seule intention, c'est d'ouvrir un espace de réflexion et d'échange. Allez, c'est parti. Premier arrêt, Union Square. Un quartier désert. Les enseignes de Nordstrom ont tiré le rideau, les vitrines sont recouvertes de poussière. Sur le trottoir, des tentes s'alignent là où trônait autrefois un Whole Foods. Bienvenue à San Francisco, l'ancienne capitale mondiale de la tech. Il y a à peine 5 ans, il fallait réserver une semaine à l'avance pour trouver une place dans un simple café du Mission District. Aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir où vous voulez, il n'y a plus personne. Rien que sur les 2 dernières années, plus de 123 000 habitants ont quitté la région de la baie. Et pendant ce temps, la population sans-abri dépasse désormais les 65 000 personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est presque autant que les habitants de la ville de Palo Alto, mais sans toit. San Francisco, c'était l'endroit où naissaient les idées folles, l'iPhone, Uber, Salesforce. Aujourd'hui, l'image qui choque le plus, une fillette en train d'étudier au bord d'un trottoir. Sa mère travaillait auparavant chez Meta, avec un CDI et une mutuelle. Mais après un licenciement, la flambée des soins médicaux et un loyer à 3 500 $ par mois, elle a dû faire un choix, garder sa voiture ou garder un toit. On pense souvent que les sans-abri sont des inconnus. Mais parfois, c'est juste la personne qui prenait son café derrière vous, lundi dernier. Alors comment en est-on arrivé là? Les loyers sont devenus hors de prix. Le coût de la vie a explosé. Les politiques sociales, elles, n'ont pas suivi le rythme. Et au cœur de tout ça, un écosystème où l'on sait coder, mais où personne ne sait construire des logements accessibles. La technologie connecte la planète, mais elle semble déconnecter les communautés, morceau par morceau. Et si rien ne change, San Francisco pourrait devenir la première ville américaine, où les entreprises subsistent, mais plus les habitants. La Silicon Valley, ce rêve pour startups, est en train de virer lentement en vallée de tente. Est-ce là le prix de la liberté urbaine? Ou juste le résultat d'un monde où plus personne n'assume ses responsabilités? Avez-vous déjà mis les pieds à San Francisco? Qu'est-ce qui a changé selon vous? Partagez-le en commentaire. Parce que si la capitale technologique du pays n'arrive plus à garder ses habitants, alors qu'en est-il des autres villes, sans le soutien des géants du numérique? Prochaine étape, une ville à laquelle on ne pense jamais, et qui, pourtant, disparaît lentement des cartes de Californie. Fresno, surnommé autrefois le bol de riz de l'État, nourrissait la Californie entière avec ses fruits, ses légumes et sa main-d'œuvre. Aujourd'hui, les cultures sont toujours là. Mais ceux qui s'en occupent, eux, n'ont plus de toit. En 2 ans à peine, le nombre de sans-abri à Fresno a bondi de 47%. C'est l'un des taux les plus élevés de tout l'État. Et pourtant, Fresno, ce n'est pas une grande métropole. Pas une ville flashy. C'est le cœur de l'Amérique laborieuse. Et cette Amérique-là est en train de se battre contre le rêve qu'elle a elle-même bâti. Un ancien chauffeur routier de 67 ans, par exemple. Il s'occupe de son épouse malade. Mais les médicaments sont devenus si chers qu'il a dû vendre sa maison. Aujourd'hui, chaque matin, il pédale plus de 5 km pour un repas chaud servi par une église locale. Aucun casier judiciaire. Juste un homme qui n'a plus les moyens de vivre, là où il a travaillé toute sa vie. Fresno n'a ni port, ni hub technologique. Mais cette ville faisait battre le cœur logistique de toute la chaîne alimentaire californienne. Et quand les petits hôpitaux ferment, que les usines s'effondrent, que le coût du logement dépasse les salaires, ce ne sont pas les fruits qu'on perd en premier. Ce sont les gens. Si Fresno, modeste et bosseuse, n'arrive plus à retenir les siens, alors qui le peut? Autrefois grenier de la Californie, Fresno ne voit plus personne à table. Non pas parce que la terre est devenue stérile, mais parce qu'on a oublié ceux qui la cultivent.
Est-ce que l'Amérique est en train d'abandonner les petites villes qui l'ont portée pendant des générations? Avez-vous grandi dans une ville comme Fresno? Qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Si même Fresno s'efface lentement, qu'en est-il de Los Angeles, la grande, l'éblouissante? Los Angeles, la cité des anges, des projecteurs, des rêves hollywoodiens. Mais c'est aussi ici que beaucoup se sont effacés, noyés dans la foule. En ce début d'année, près de 75 000 personnes vivent sans logement fixe à la. Autrement dit, un sans-abri sur 4 en Californie se trouve ici. Ce n'est plus un problème local. C'est une réalité qui étouffe la ville entière. Hollywood Boulevard brille encore chaque nuit, mais souvent, la lumière la plus vive vient désormais d'un petit réchaud à gaz ou d'une lampe de poche. Un homme qui avait décroché un petit rôle dans un film Marvel, une scène, quelques lignes de dialogue, croyait encore au rêve. Aujourd'hui, il dort près d'une station de métro, parce qu'il y a de la lumière et du Wi-Fi gratuit. La vérité, c'est que tout le monde ne sombre pas parce qu'il a mal choisi. Parfois, il suffit d'un contrat annulé pour que tout s'effondre. Le loyer moyen à Los Angeles atteint désormais 2800 $ par mois. Un salaire de vendeur ou d'ouvrier, c'est souvent moins de la moitié. Des politiques de Housing First ont été lancées. Mais un toit suffit-il, quand les gens manquent aussi d'opportunités et de liens humains? Et pendant ce temps, le tourisme qui représentait autrefois jusqu'à 20% de l'économie locale s'est effondré, avec des chutes allant jusqu'à 40% dans certains secteurs. Moins de touristes, c'est moins de travail pour les serveurs. Et la spirale continue. Hollywood écrivait des rêves. Aujourd'hui, Los Angeles réécrit un autre scénario. Plus silencieux, plus sombre, et où tout le monde n'a pas de rôle. Dans un monde toujours plus connecté et plus rapide, le fossé entre les étoiles et les oubliés n'a jamais été aussi mince. Avez-vous connu là? Qu'est-ce qui vous manque? Et qu'est-ce qui vous freine à y revenir? On vient de traverser 3 grandes villes emblématiques. Mais la suite de notre voyage nous emmène ailleurs, là où l'on ne s'attend pas à voir autant de souffrance, la capitale de la Californie. Sacramento. Là où sont votées les lois qui concernent près de 40 millions de Californiens. Mais quand la nuit tombe, les couloirs du pouvoir cèdent la place à des rues envahies par ceux qui n'ont plus de toit. En 3 ans, le nombre de sans-abri à Sacramento a augmenté de 68%. Et ce n'est que le début. La hausse du nombre de sans-abri à Sacramento dépasse désormais la moyenne de tout l'État. Ce n'est plus juste un chiffre, c'est un signal d'alarme. Et la vraie question, c'est, jusqu'où cela ira-t-il? Prenons l'exemple d'un ancien employé comptable dans l'administration publique locale. Il a dû partir à la retraite plus tôt que prévu pour raison de santé. Résultat, sa pension ne suffisait plus à couvrir le loyer de l'appartement qu'il occupait depuis plus de 12 ans. Aujourd'hui, c'est dans un vieux camion qu'il vit, qu'il cuisine, et qu'il repense aux années passées, juste là, quelques rues plus loin, derrière un bureau. Et ce n'est pas un cas isolé. Ils sont nombreux à vivre une situation similaire. L'envolée des prix de l'immobilier dans la région de la baie a poussé des milliers de personnes vers l'intérieur des terres, notamment à Sacramento, dans l'espoir de repartir à zéro. Sauf que cette ruée a fait grimper les loyers, dans une ville qui n'a jamais été prête à absorber autant de nouveaux arrivants. Les services sociaux sur place ne suivent pas, et après la pandémie, les budgets publics sont plus que serrés. De nombreux programmes de soutien ont été réduits, voire supprimés. Alors, une question se pose. Si même la capitale de l'un des États les plus riches du pays peine à faire face à la crise du logement et à la cherté de la vie, que dire des petites villes avec encore moins de moyens? Ce qui rend l'histoire encore plus ironique, c'est que certaines des personnes aujourd'hui en détresse sont celles qui, autrefois, ont contribué à écrire les lois censées les protéger. Personne n'est vraiment responsable. Mais quelque part, quelque chose a cessé de fonctionner. Peut-être que notre modèle de gouvernance, conçu il y a des décennies, ne tient tout simplement plus le rythme effréné des évolutions sociales d'aujourd'hui. Pourquoi, selon vous, est-ce si compliqué de mettre en place des politiques efficaces en matière de logement? Avez-vous déjà été témoin d'une situation semblable, dans votre propre ville? Si Sacramento, centre du pouvoir et de la gestion budgétaire de tout l'État, peine à répondre à ces défis, alors que peuvent espérer les communes plus modestes, plus discrètes? Et justement, c'est dans une de ces villes moins connues que se cache, peut-être, le signal d'alarme le plus criant. On est loin de Los Angeles ou de San Francisco. Pas de tapis rouge, pas de conférence de presse. Redding, c'est une ville sans paillettes, sans milliardaires de la tech. Et c'est peut-être justement pour ça qu'elle est en train de s'effacer des cartes de Californie, presque en silence. Le pourcentage de personnes sans logement stable à Redding fait partie des plus élevés de l'État. La population est modeste, mais la crise, elle, est bien plus concentrée qu'ailleurs. Certaines écoles ont dû fermer temporairement, faute d'élèves. Beaucoup de familles quittent la ville quand elles perdent leur emploi. Les structures de santé rétrécissent,
les centres d'aide communautaires réduisent leurs horaires d'ouverture. Et dans ce climat, ce qu'on perd le plus vite, c'est l'espoir. Près de la bibliothèque, une grand-mère et son petit-fils vivent sous une tente. Chaque matin, ils arrivent les premiers, s'installent près d'une fenêtre et captent le Wi-Fi pour suivre les cours en ligne. Ils ne se plaignent pas. Ils font juste de leur mieux. Comme tant d'autres ici. Reading, autrefois, offrait des emplois manuels, des loyers abordables, un rythme de vie paisible. Mais après la pandémie, les financements ont fondu. Les projets immobiliers ont été mis en pause. Et quand les prix grimpent partout dans le pays, Reading, elle, n'a rien sur quoi s'appuyer. Les grandes villes peuvent encore recoller les morceaux grâce à leurs ressources. Les petites, elles, tombent sans filet. Et c'est dans ces coins oubliés, quand on ne fait rien pour eux, que peuvent surgir les plus grandes fractures à venir. Parce qu'il existe une autre Californie. Pas celle des gratte-ciel ou des start-up. Une Californie de mobile homes, de rêves assez petits pour tenir dans une camionnette. Une Californie qui s'effondre, doucement, sans que personne n'en parle. Vous vivez peut-être dans une ville comme Reading. Tranquille, familière, mais qui s'affaiblit jour après jour, sans que vous ne vous en rendiez compte. Avez-vous déjà vu une ville se vider lentement? Quel est, selon vous, le premier signe qui ne trompe pas? Racontez-le nous. Dernière étape, San Bernardino. Autrefois, c'était une halte idéale pour les familles de la classe moyenne, entre Los Angeles et Las Vegas. Pas une ville spectaculaire, mais un endroit où il faisait bon vivre. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. En 2012, San Bernardino a déposé le bilan. C'était l'une des plus grandes villes du pays à faire faillite. Et plus de 10 ans plus tard, les cicatrices sont toujours là. En seulement 3 ans, le nombre de personnes sans logement stable a grimpé de plus de 60%. Le taux de chômage reste au-dessus de la moyenne de l'État. Ici, être sans abri ne veut pas toujours dire dormir dans la rue. Beaucoup vivent dans leur voiture, ou partagent une chambre de motel à la semaine, parfois à 4 ou 5. Les gens continuent à travailler. Mais le salaire minimum ne suffit plus à se loger décemment. Une femme d'une 50aine d'années vit désormais dans son vieux SUV. Elle était bibliothécaire. Elle a perdu son emploi après la pandémie. Aujourd'hui, elle fait quelques heures dans une épicerie. Mais avec ce qu'elle gagne, elle a préféré s'installer dans sa voiture, plutôt que d'avoir des dettes ou dépendre de qui que ce soit. Chaque matin, elle prend le temps de lire, histoire de rester bien éveillée, autant physiquement que mentalement. Et quand on parle de villes comme San Bernardino, on est face à un cas typique, une ville de taille moyenne. Pas assez grande pour attirer l'attention nationale, mais pas assez petite non plus pour qu'on la considère comme une priorité en matière d'aide. Résultat, elle reste coincée entre deux mondes, et ce sont les habitants qui, comme souvent, en paient le prix. En premier. Et pendant longtemps. Et si ces villes comme San Bernardino finissent par disparaître peu à peu de la carte économique, elles risquent aussi d'être rayées des radars des décideurs. C'est une forme d'oubli progressif. Et plus cet oubli s'installe, plus on abandonne des communautés qui, autrefois, faisaient tourner l'économie du pays. Car il existe des villes qui ne s'effondrent pas d'un coup. Elles s'éteignent lentement, un magasin qui ferme, une salle de classe vide, une famille qui part sans jamais revenir. Vous vous en rendez compte? Une ville qui vivait tranquillement, aujourd'hui, s'efface sans bruit. Et peut-être que cette ville, c'est la vôtre. Alors à votre avis, pourquoi est-ce devenu si difficile pour les petites villes de garder leurs habitants? De San Francisco à San Bernardino, le déclin semble devenir la norme. Alors, quelle est la cause commune derrière tout ça? Et surtout, quelles questions devrions-nous nous poser, nous, en tant que citoyens, en ce moment précis? On vient de parcourir 6 villes, 6 facettes différentes de la Californie. Mais est-ce vraiment un simple problème d'État? Ou bien le reflet d'une transformation beaucoup plus large, celle d'une Amérique qui change, quartier par quartier, maison par maison? Pendant longtemps, les Américains ont eu tendance à associer le sans-abrisme aux grandes villes comme Los Angeles, New York ou San Francisco. Sauf qu'aujourd'hui, cette réalité a complètement évolué. Des zones rurales du Texas jusqu'aux anciennes villes industrielles de Pennsylvanie, en passant par d'anciens lieux de villégiature en Floride, le nombre de personnes sans logement stable explose à un rythme jamais vu. Fin 2024, selon les données du HUD, le département américain du logement, plus de 770 000 Américains sont en situation d'itinérance. C'est le chiffre le plus élevé jamais enregistré depuis le début de ces statistiques en 2007. Ça représente une personne sur 500. Et encore, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Des centaines de milliers de personnes vivent dans leur voiture, chez des proches, ou dans des centres religieux, sans jamais apparaître dans les statistiques officielles. Ce qui est troublant, c'est que même avec la reprise économique post-pandémie, les chiffres du sans-abrisme continuent d'augmenter. Pourquoi? Les causes sont nombreuses,
mais on peut les regrouper en 4 grands facteurs. Premier point, les loyers explosent, bien plus vite que les salaires. En 5 ans, les loyers moyens aux États-Unis ont bondi de plus de 30%. Pendant ce temps, les revenus réels des travailleurs, eux, stagnent. Dans certaines villes, un salarié payé au salaire minimum doit cumuler 2 voire 3 jobs pour pouvoir payer un simple studio. Deuxième facteur, la pénurie de logements abordables. On estime qu'il manque aujourd'hui près de 7 millions de logements à bas coût pour les personnes à faible revenu. Et malgré les projets de construction, les obstacles administratifs, les blocages budgétaires et l'opposition locale ralentissent tout. Troisièmement, la santé mentale et l'absence de soins. Beaucoup de gens se retrouvent à la rue à cause d'un accident de santé, physique ou mental. Aux États-Unis, l'accès aux soins gratuits reste très limité. Un infarctus, un traitement contre le cancer ou un licenciement suffisent parfois à plonger une famille entière dans l'itinérance. Et en parallèle, la sécurité sociale ne suit plus le rythme. De nombreux seniors vivent avec moins de 10 000 $ par an en prestations. Autant dire qu'ils ne peuvent pas payer de loyer dans une grande ville. Certains anciens combattants, personnes handicapées ou retraités précoces n'ont quasiment aucune option, à moins de posséder déjà un logement. Quatrième et dernier point, les visages du sans-abrisme ont changé. Aujourd'hui, ce ne sont plus uniquement les personnes marginalisées. C'est aussi cette mère célibataire qui cumule 2 petits boulots mais n'arrive pas à payer son loyer. Ce diplômé qui vit dans sa voiture, faute de travail dans son domaine. Cet ouvrier au chômage depuis que son usine a fermé. Ce retraité qui vit dans un vieux camping-car avec ses chèques de sécurité sociale. Ou encore cette famille avec 3 enfants, installée dans un motel après avoir été expulsée pour 2 mois de retard de loyer. En clair, personne n'est vraiment à l'abri. Les villes, elles, font ce qu'elles peuvent face à cette vague. Mais entre budget limité, manque de pouvoir décisionnel et attentes élevées des habitants, elles avancent avec les mains liées. Certaines ont misé sur le modèle du « housing first », d'abord un toit, ensuite le reste. Mais sans accompagnement, sans soutien psychologique, conseil juridique ou orientation professionnelle, ces efforts restent incomplets. Le logement, à lui seul, ne suffit pas à redonner un avenir. Et à long terme, ce phénomène entraîne une spirale négative. Plus il y a de sans-abri dans un quartier, plus les commerces fuient. Et quand les commerces disparaissent, c'est la vie du quartier qui s'éteint avec eux. Quand la valeur des propriétés chute, c'est tout un engrenage qui s'enclenche. Les recettes fiscales baissent, le budget de la ville se contracte, les services publics sont réduits, et même la sécurité sociale s'affaiblit. Résultat, même les ménages aux revenus moyens finissent par faire leurs valises. Les villes n'ont plus les moyens de mettre en œuvre des politiques durables. Peu à peu, elles s'éteignent, perdent leur vitalité, leurs habitants, et cette force qui les poussait à avancer. Ce déclin, on peut le voir très clairement à travers les images filmées par des drones. Ce qui était autrefois des quartiers animés sont désormais des zones presque fantômes. Une bibliothèque publique a dû fermer faute de financement. Une église reste ouverte jour et nuit, non pas pour prier, mais pour offrir un refuge aux sans-abri. Et ce genre de scène ne se limite plus à quelques cas isolés. C'est tout un puzzle géant qui se dessine, fait de centaines de morceaux éparpillés un peu partout à travers les États-Unis. Alors, peut-être qu'il est temps de se poser de vraies questions. Le modèle actuel du logement, de la santé et du travail, est-il encore viable? Ne devrait-on pas considérer le logement comme un droit fondamental, et non comme un simple produit régi par les lois du marché? Et jusqu'à quand allons-nous accepter que des centaines de milliers de personnes dorment dehors, au cœur même du monde le plus développé? Quand quelqu'un n'a même plus un endroit sûr où passer la nuit, ce n'est pas juste un problème individuel. C'est le reflet d'une société qui n'assure plus ses fonctions de base. Une société qui a perdu ses garde-fous et qui n'est plus capable de protéger les plus vulnérables. Et si on ne commence pas rapidement avec une prise de conscience réelle, des politiques souples et un peu d'empathie, la crise du sans-abrisme ne va pas se limiter à une ville ou un État. Elle va s'étendre, petit à petit, à toutes les régions du pays. Dans cette vidéo, on vient de traverser 6 villes. Chacune a son histoire, mais toutes partagent un même cri silencieux, celui de communautés qui étaient autrefois florissantes et qui aujourd'hui luttent pour survivre. San Francisco, Fresno, Los Angeles, Sacramento, Redding, San Bernardino, aucune n'a sombré d'un coup. Non, ça s'est fait par étapes. Des commerces qui ferment, des habitants qui partent, l'espoir qui s'efface peu à peu. Et même si vous n'habitez pas en Californie, même si vous n'avez encore jamais vu de tente s'installer près de chez vous, rien ne garantit que vous y échapperez toujours. Car le sans-abrisme ne se résume pas à des gens sans toit. C'est un signal d'alarme. Un indicateur que notre système laisse trop de monde sur le bord du chemin. Évidemment, on ne va pas réparer toute une société avec une simple vidéo. Mais on peut commencer par une question sincère. Est-ce que l'endroit où je vis est en train de changer, insidieusement? Et vous, selon vous,
Qu'est-ce qui provoque réellement cette crise du logement? Est-ce une question de politique? De logique de marché? Ou est-ce qu'on touche à quelque chose de plus profond, dans la façon même dont on construit notre société? Partagez votre avis dans les commentaires. Car cette histoire ne concerne pas uniquement la Californie. C'est une part de notre réalité collective. Si vous pensez que ce genre de sujet mérite d'être approfondi, avec des faits concrets, une vraie analyse et une touche d'émotion humaine, alors abonnez-vous à la chaîne. Chaque abonnement est un coup de pouce pour nous aider à continuer à donner de la voix à ces histoires souvent mises de côté. Toutes les informations de cette vidéo proviennent de sources journalistiques, de recherches et de données publiques disponibles au moment de la production. Il s'agit ici d'une analyse et d'un commentaire social, qui ne représente aucune entité officielle ou personne en particulier. Les opinions exprimées ont pour but de nourrir le débat public, pas de pointer du doigt ou de juger. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite pour une nouvelle vidéo.